Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. En ce moment, nous sommes environ un peu plus de 150 personnes à avoir assisté à cette projection du film La Trahison. Je suis ravie d'être avec vous, avec le collège Chantraine de Sarcelles, le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles également, le collège Gustave Courbet à Romainville, le lycée pro Jean-Baptiste Clément à Gagny et le collège Jules Simon à Vannes. Bienvenue au Breton. Je suis ravie de mener cette discussion aujourd'hui avec Frédéric Callens du Musée de l'Histoire de l'Immigration. Bonjour Frédéric, c'est un très bel endroit que je vous invite à visiter, Paris 12e. Et puis tous les deux, nous sommes donc très heureux d'accueillir un réalisateur qui a vu très souvent ses films sélectionnés dans de très nombreux festivals, couronné aussi au César à plusieurs reprises. Il s'agit de Philippe Faucon, le réalisateur de La Trahison. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. On est ravis de vous accueillir et je vais donc relayer les questions des jeunes élèves qui ont vu ce film, les questions des professeurs également. Frédéric, n'hésite pas si tu veux intervenir, mais je vois que tout de suite s'affiche une première question du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Le titre, c'est aussi le titre du livre dont le film est inspiré. Le film est inspiré d'un petit livre qui s'appelle La Trahison, qui a été écrit par Claude Sall et qui raconte son expérience de la guerre d'Algérie. Claude Sall, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé là-bas comme la plupart des jeunes Français à l'époque de sa génération. Et il s'est retrouvé à la tête d'une petite section d'appelés dans laquelle étaient incorporés 4 jeunes Algériens au titre eux aussi du service militaire, puisque à l'époque l'Algérie étant prétendue être française, les jeunes Algériens étaient appelés eux aussi pour un service militaire. Sauf que la plupart ne le faisaient pas, se cachaient dans les maquis pour y échapper. Mais quelques-uns répondaient à l'appel pour des raisons diverses, soit parce qu'ils étaient issus de familles qui étaient favorables à la France traditionnellement, ou parce qu'ils avaient quelque chose en quoi croire dans la situation existante. Et donc, le récit raconte cette histoire vécue par Claude Sall, qui est qu'à un moment, on lui a appris que ces 4 jeunes appelés algériens intégrés à sa section étaient soupçonnés de vouloir livrer la section à une attaque du FLN, du camp indépendantiste. Donc, il s'est retrouvé en face de cette problématique qui était de se demander s'il devait y croire à ce qu'on lui révélait. Et parce qu'il avait, comme c'est dit par le personnage du film, il avait un vécu important de plusieurs mois avec ces jeunes appelés algériens. Et en même temps, il était responsable de la vie des soldats qu'il avait dans sa section. Donc, il s'est retrouvé devant une situation un peu compliquée et piégeante. Et il a appelé son récit de cette façon, mais dans le récit, le titre peut avoir... le titre est à retournement, c'est-à-dire que Claude Sall est mis en face de cette supposée trahison, mais en même temps, on ne sait pas qui trahit qui. C'est-à-dire que lui, quand il prend la décision de faire arrêter les 4 jeunes appelés soupçonnés, il est aussi finalement vis-à-vis d'eux dans un sentiment qui est ambigu, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu la dimension du titre. C'est un titre à tiroir. Ça permet comme ça de répondre à plusieurs questions qui sont arrivées le temps que vous vous exprimiez, Philippe Faucon. Il y a quelques questions qui sont arrivées, notamment le lycée Jean-Baptiste Clément qui demandait qui a trahi qui. Et on voit qu'effectivement, comme vous l'avez bien expliqué, tout est imbriqué. C'est pas si simple que ça, cette histoire de trahison.
J'ai le collège Jules Simon aussi qui se demande où le film a été tourné, en France ou en Algérie. Et une autre question, les acteurs étaient-ils algériens? Et si oui, comment ont-ils réagi au thème abordé lors du tournage? Alors, le film a été tourné en Algérie entièrement, pendant 6 semaines. Il y a eu 6 semaines de tournage, plus 2 mois de préparation du film en Algérie. Il a été tourné dans la région de Boussaada. C'est une ville à 350 kilomètres au sud-est d'Alger. Je crois qu'à l'époque, c'était en 2005, c'était le premier film tourné en Algérie par un réalisateur non algérien depuis pratiquement 25 ans. Et les réactions des Algériens au moment de la sortie du film ou au moment du tournage? Au moment du tournage, effectivement, on a tourné dans cette petite ville, et donc on a eu à construire les décors du film, c'est-à-dire un poste militaire français avec un drapeau français, et des décors qui évoquaient cette période, et puis aussi des recherches de figuration qu'on a fait qui évoquaient cette période. Et donc pour les gens qui là-bas l'avaient connu, c'était quelque chose d'un peu troublant, effectivement. Ça devait leur rappeler des souvenirs, ouais. Voilà, c'était quelque chose qui ramenait à une période qui avait été extrêmement difficile. dure, et voilà. Mais globalement, les Algériens ont bien accepté le film à sa sortie. Oui. Le projet du film a été compris et accepté. Enfin, quand on a tourné, c'était donc en 2005, on était 25 ou 27 ans après la fin de la guerre. Il y avait des gens qui avaient vécu cette époque, et elle avait marqué, elle avait laissé des très mauvais souvenirs. D'ailleurs, il y a une histoire que je peux raconter, c'est que quand on a dans le film, il y a une scène d'interrogatoire, de torture à l'électricité, avec le petit appareil qu'on appelait qui était un générateur de courant électrique pour alimenter les radios. Et quand on a quand on a installé le décor de cette scène, le matin de la journée où on allait tourner, il y a la costumière algérienne, qui était donc la costumière de l'équipe, qui est venue sur place, et quand elle a vu le décor en train de s'installer, elle est sortie. Et moi, quand on a commencé à tourner, je ne me suis pas aperçu tout de suite qu'elle n'était pas là. Puis à un moment, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas là. Donc j'ai demandé où elle était, et on m'a dit elle est sortie, elle est pas restée. Et puis il y avait la scène à tourner, donc je n'y ai plus pensé. On a tourné la scène, et quand la journée s'est terminée, je lui ai dit mais tu étais pas là tout à l'heure quand on a tourné cette séquence? Et elle m'a raconté que non, parce que quand elle était enfant, elle-même, elle avait vécu cette époque, et elle se rappelait d'un moment où les militaires français étaient venus dans un village à la recherche de gens qui étaient considérés comme des suspects, et donc ils avaient interrogé de la même façon brutale les gens du village. Mais là, ça s'était fait en fait en public, devant tout le monde, sur la place du village. Et elle, enfant, avait assisté à ces scènes qui l'avaient évidemment marquée et dont elle se rappelait. Et elle m'a expliqué que quand elle était entrée le matin sur le décor, ça avait été trop difficile pour elle de rester. Elle était sortie, et elle avait dit à son habilleuse, je peux pas rester, tu diras que je suis pas là. C'est toujours très intéressant de voir comment les films font rejaillir la mémoire. Avant de prendre d'autres questions qui nous arrivent, qui sont nombreuses, qui arrivent à la fois des collèges et des lycées, je voudrais quand même que Frédéric prenne la parole, puisqu'on a parlé de l'année de sortie du film 2005, et ce n'est pas une année choisie au hasard, si j'ose dire. Oui, c'est une année, Philippe, où on a en France effectivement une longue séquence avec un couvre-feu mémorable suite à des émeutes et des révoltes dans les quartiers populaires, un sujet que vous avez beaucoup travaillé d'un point de vue cinématographique. Et la question que je me posais, c'est que pour un réalisateur qui s'intéresse beaucoup à la question de l'immigration,
le passage effectivement à la question de la guerre d'Algérie, est-ce que c'est un passage obligé ou voilà, quelle a été la motivation pour passer un peu de tous ces sujets que vous avez traités dans le cinéma? Je pense à Amine, je pense à la désintégration aussi, qui a été un film marquant. Donc cet intérêt pour les quartiers, pour les descendants de l'immigration, et cette bascule que vous faites en 2005 sur la question de l'Algérie, comment est-ce que c'est quelque chose d'assez naturel quand on s'intéresse à la question de l'immigration? C'est un passage obligé ou il y avait un élément ou une raison particulière? La guerre d'Algérie, c'est en tout cas un passage obligé pour les gens de ma génération, c'est-à-dire pour les gens de ma génération, nés des deux côtés de la Méditerranée, ça a été quelque chose de très marquant et ça a été quelque chose, même si on ne l'a pas vécu directement, même si on l'a vécu enfant et sur la fin de la guerre, c'est quelque chose dont on a très longtemps senti les résonances en continuant à grandir et jusqu'à l'adolescence, c'est-à-dire qu'on a senti que ça avait été quelque chose de très marquant et traumatisant pour la génération qui l'avait vécu, pour les parents, et que même quand quand les choses n'étaient pas dites, quand on n'en parlait pas, on sentait qu'il y avait un silence et quelque chose de très retenu et que voilà, il y avait quelque chose qui effectivement avait été douloureux et qui n'était pas toujours exprimé. Donc ça c'est quelque chose qui ensuite a continué, à mon avis, à avoir des conséquences. Et effectivement, il y a sans doute des conséquences et un lien malgré tout entre les événements d'hier et les événements d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, la guerre d'Algérie, c'est loin, et effectivement, quand on est allé tourner en Algérie, ça a réveillé des choses très, très difficiles, surtout au niveau des gens plus âgés et qui avaient vécu cette période. Et concernant les plus jeunes, les plus jeunes étaient en face d'autres difficultés, d'autres préoccupations, c'est-à-dire que c'était une question dont ils savaient qu'elle avait été fondatrice de beaucoup de choses, ils savaient que ça avait concerné leurs parents, c'était pas non plus la chose qui était leur préoccupation première, mais malgré tout, c'était quelque chose qui était avec lequel il se sentait avoir un lien plus ou moins important suivant l'écart du temps. Donc, on peut demander aussi à tous ceux qui nous regardent s'ils se sentent encore héritiers de cette guerre d'Algérie. Est-ce que pour eux, ça fait encore partie de leur quotidien? Est-ce que leurs parents leur en ont parlé ou est-ce qu'ils en parlent suffisamment avec leurs professeurs? N'hésitez pas, je vois qu'il y a pas mal de questions qui s'affichent. Philippe Faucon, je vais vous les donner, mais vous n'hésitez pas aussi, vous qui nous regardez, faites-nous part aussi de vos réactions et de vos impressions. D'ailleurs, il y a une impression, et je ne m'en étonne pas vraiment, il y a quelques personnes qui s'interrogent et qui se demandent pourquoi est-ce que les répliques en arabe n'ont pas été sous-titrées en français. Donc, Philippe a la réponse pour ça. Mais je vous fais part aussi d'autres questions. Qu'est-il arrivé aux Algériens arrêtés? Et le collège Gustave Courbet qui demande pourquoi avoir choisi cette fin brutale. Et puis j'ai également cette réaction, je trouve très intéressante, des lycéens de Jean-Baptiste Clément. Lutter pour la France quand on est algérien, est-ce trahir l'Algérie? Donc voilà. Donc peut-être on répond d'abord aux sous-titres très rapidement, Philippe. Il y a eu un petit problème du fichier, je pense. Alors, oui, apparemment, il y a eu un bug dont il faut que nous nous excusions. C'est-à-dire que, évidemment, il n'est pas normal que le film ait été présenté sans un sous-titrage en français des dialogues arabes, puisque c'est comme ça qu'on doit le voir. À moins de maîtriser les deux langues, effectivement, on est un peu empêché de suivre le récit si on n'a pas ce sous-titrage. Donc, il y a eu un petit bug un incident technique qui a fait que les sous-titrages ont disparu. Mais n'hésitez pas, dites-nous si vous avez quand même compris l'histoire et si vous comprenez l'arabe. Et puis peut-être répondre à ces questions que je trouve intéressantes. Lutter pour la France quand on est algérien, est-ce que c'est trahir l'Algérie? Et pourquoi avoir choisi une fin très brutale? Qu'est-ce qui est arrivé aux Algériens arrêtés?
Alors, là, oui, ce qui est arrivé à Tayeb et à ses camarades dans le film, c'est la première question que j'ai posée à Claude Sall. Et lui m'a avoué qu'il ne le savait pas. Et il Ah, m'a dit que c'était quelque chose qui l'avait poursuivi très longtemps et que quelquefois, même 40 ans après, alors qu'il avait 70 ou 80 ans, enfin, c'était quelque chose qui continuait à le hanter. Il me racontait qu'il avait quelquefois le visage de Tayeb et des autres jeunes appelés comme ça qui émergeaient dans son, de sa mémoire ou dans ses pensées. Et il m'a dit qu'il ne le savait pas parce que quand, d'une part, ça avait été un moment qui avait été très, qui avait été porteur d'une très très grande pression pour lui, très forte. Ça s'était dénoué comme c'est raconté dans le film. Et donc, et ensuite, lui avait été démobilisé, changé. Il avait un peu essayé de savoir ce qui s'était passé, ce qui était devenu Tayeb, et il n'avait pas vraiment pu le savoir. On lui avait expliqué qu'ils avaient été transférés dans une prison, dans une grande ville, etc. Et il n'a jamais pu savoir la suite. Moi, quand je travaillais sur l'écriture du film, j'avais un peu essayé de savoir et de supposer ou d'interroger des historiens ou des gens qui connaissaient l'époque pour savoir ce qui avait pu être le sort de gens dans la même situation à la même époque. Ce qu'on m'avait répondu à ce moment-là, les gens que j'avais interrogés, c'était que, bon, je donne les réponses comme on me les a données, c'était que pour les gens qui m'ont répondu, c'était assez peu probable que Tayeb et ses camarades aient été exécutés. Alors, interroger ça, personne ne pouvait savoir si oui ou non, ni comment, mais été exécutés, c'était assez peu probable, puisque à ce moment-là, on était sur la fin de la guerre, et à cette période, et pendant cette période-là, on n'exécutait plus les prisonniers, puisqu'on allait vers le dénouement et que les gouvernements français cherchaient à préserver de futures bonnes relations avec les futurs dirigeants algériens. Donc, il était, d'après les gens que j'ai interrogés, plus vraisemblable que Tayeb et ses camarades aient attendu la fin de la guerre dans un camp de prisonniers. Voilà ce que j'ai. Et sur la question de la trahison, mais vécue côté algérien, est-ce que quand on est algérien et qu'on se bat pour la France, est-ce que c'est trahir? Donc ça, c'est une question qui est posée par des élèves. On aborde la situation des harkis. C'est tout le dilemme, en effet, des gens qui se sont retrouvés dans cette situation à ce moment-là, et donc dans quelque chose de très compliqué et qui n'a pas toujours été parfaitement résolu pour eux. En effet, on est dans une situation de porte-à-faux à ce moment-là, c'est-à-dire que à cette époque, bon, pour un certain nombre de raisons qui sont complexes et qui ne sont pas toujours les mêmes, et qu'on a beaucoup simplifié par la suite, suivant les camps, un certain nombre d'Algériens ont choisi le parti de la France à ce moment-là. Ces raisons, c'était parfois des simples raisons de survie, des raisons alimentaires, parce que des paysans qui n'étaient plus à même de vivre à cause de la guerre de leur travail, du travail de leur terre, s'engager dans l'armée un peu comme on embauche à l'usine par non-choix, par manque d'autres solutions. D'autres le faisaient parce que
je pense que c'était une minorité, mais c'était aussi quelque chose qui a constitué une raison d'engagement. D'autres le faisaient parce qu'ils étaient issus de familles qui, pour telle ou telle raison, parce que les parents avaient fait les guerres de la France, ou parce que étaient favorables à la France, ou en tout cas bénéficiaient de la situation du moment, parce qu'ils avaient des petites fonctions dans l'administration ou dans l'armée. Et puis voilà, puis il y avait tout un tas de raisons qui ont fait qu'un certain nombre de gens ont choisi le parti de la France. Ce n'était pas toujours des raisons de conviction et d'adhésion complète, parce que quelquefois, ils se retrouvaient effectivement défendre un système dont ils ne bénéficiaient pas réellement. Mais voilà, pour... Frédéric, ça te fait réagir, ça? Parce que tu dois aussi aborder souvent dans le musée, aborder cette question-là. Hein. C'est une question effectivement structurante et importante et incontournable, en fait, quand on travaille sur l'histoire de l'immigration. C'est vrai qu'il y a un marqueur très très fort sur la guerre d'Algérie. Je voulais savoir, Philippe, si pour vous, parce qu'il y a la manière de nommer un peu ces appelés algériens, il y a différents termes. Est-ce que le terme harki recouvre le terme de français de souche nord-africaine? Est-ce qu'on parle des mêmes personnes? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs termes utilisés. Et donc, voilà, si vous pouviez nous éclairer aussi. Oui, alors dans le film, plusieurs expressions sont utilisées, dont français de souche nord-africaine, FSNA. C'est de cette façon que, sur la fin de la période de la guerre d'Algérie, on désigne les Algériens, qui auparavant n'étaient pas complètement considérés comme des Français, puisqu'ils avaient des cartes d'identité sur lesquelles la nationalité n'apparaissait pas, parce que justement c'était quelque chose qui restait assez mal défini. Donc FSNA, c'est un terme administratif pour désigner les gens de souche nord-africaine, dits de souche nord-africaine, considérés à ce moment-là comme français. Les harkis, ce sont les gens qui ont contracté un engagement auprès de l'armée française comme supplétifs et auxiliaires de l'armée, et donc qui ont une appartenance militaire, qui sont intégrés au sein de petites unités qu'on appelle des harkas. Et c'est pas exactement la situation des 4 jeunes gens qui sont intégrés à la section de rock, qui eux sont là en tant qu'appelés, comme je le disais tout à fait au début. Ce sont des jeunes gens qui ont répondu à l'appel du service national. Et Philippe et Frédéric, je voulais vous faire part d'une remarque intéressante qui nous vient des élèves de seconde à Gagny, qui disent: mais est-ce qu'on pourrait imaginer l'inverse, des Français qui ont combattu pour le FLN? Est-ce que ça s'est passé comme ça ou pas du tout? Il y en a eu? Oui, bien sûr, il y en a eu. Il y a des gens effectivement qui ont soutenu le FLN et ou même qui ont pris les armes pour la cause indépendantiste. Pour des raisons d'idéologie et de croyance à l'idée qu'effectivement l'Algérie devait devenir indépendante et qu'on devait sortir de la situation de domination coloniale dans laquelle se trouvait ce pays à ce moment-là. C'est bien de rappeler qu'il y a eu effectivement les deux phénomènes des deux côtés. Alors oui. Justement, à ce sujet, je voudrais quand même vous faire part des questions et des réactions qui nous arrivent, et je les remercie encore. Hein. Il y a le collège ou le lycée Marie Curie au Lille qui nous a rejoints. Merci pour toutes vos réactions. Alors, il y a des gens qui ont pensé qu'effectivement, l'absence de sous-titres, c'était voulu, c'était que ça renforçait, nous dit un élève, l'incompréhension entre les deux communautés, que ça rendait justement le dialogue impossible et que c'était comme un effet de mise en scène. Donc, tant mieux, et encore toutes nos excuses. Mais sinon, je trouve très intéressant aussi… Alors je peux dire quelque chose là-dessus, c'est que effectivement, si on n'a pas les sous-titres, on se retrouve dans la situation des jeunes appelés qui arrivaient de la métropole lointaine, c'est-à-dire ils se retrouvent dans un pays dont les gens parlent une langue qu'ils ne comprennent pas, effectivement. Et c'est pas tout à fait l'intention du film, puisque effectivement le film ça raconte une histoire, et donc on doit donner aux spectateurs les moyens de suivre cette histoire. Donc on doit sous-titrer les
les parties dialoguées que le spectateur est supposé ne pas comprendre. Mais effectivement, dans le film, il y a quelque chose qui joue au niveau de la langue, c'est-à-dire que les appelés, le lieutenant Roch, les appelés européens ont constamment besoin des appelés algériens comme interprètes parce qu'ils ne parlent pas la langue. Et la langue est aussi souvent un refuge, un moyen de résistance. C'est-à-dire que, par exemple, quand les soldats arrivent dans un village et qu'ils interrogent les femmes, pour leur demander où sont leurs maris. Souvent, les gens jouent sur le fait qu'ils sont censés ne pas comprendre le français, etc. Enfin, il y a aussi une dimension dans le film qui est celle-là, qui est racontée du fait que les protagonistes, les personnages ne parlent pas tous la même langue. Mais effectivement, elle est perceptible quand on a les sous-titrages. Ouais. Et alors, je voudrais quand même, et ça intéressera aussi Frédéric, hein, puisqu'il y a une vocation pédagogique au musée de l'histoire de l'immigration, donc ça t'intéressera aussi, Frédéric. C'est une réflexion qui nous est faite de plusieurs collèges et lycées. Le sujet de la guerre d'Algérie, c'est un sujet que nous n'abordons pas ou à peine. Les élèves disent, ça c'est certainement un prof qui s'exprime, les élèves disent qu'ils connaissent l'existence de cette guerre, mais ils ne savent pas réellement à quoi cela fait référence. Il y a toujours, et je pose la question à tous les deux, cette espèce de nuage au-dessus de la guerre d'Algérie. On en parle finalement assez peu dans les établissements scolaires. C'est ce que vous constatez aussi, Frédéric aussi? Je vais laisser Philippe s'exprimer en premier, je compléterai sa réponse. Dans les programmes scolaires, alors moi, quand j'étais au lycée, en première et en terminale, c'est certain qu'à cette époque-là, la guerre d'Algérie, c'était quelque chose de totalement absent des enseignements et des programmes. Par la suite, ça a un petit peu évolué. Au moment où le film est sorti, j'ai fait des présentations du film souvent dans des établissements. Là, ça dépendait un peu des. Enfin, c'était très très. Je crois que même à ce moment-là, ça restait très très peu abordé hein, au niveau des programmes, et ça dépendait un peu des enseignants. Certains abordaient cette période davantage, d'autres moins. Voilà, mais en tout cas, bon, c'est sûr que au moment de la guerre et même très longtemps après, il y a eu un vaste non-dit là-dessus à tous les niveaux de la société française. Et heureusement qu'il existe des films comme le vôtre, et peut-être Philippe, vous nous direz s'il y a d'autres films encore que l'on peut voir sur cette guerre. Heureusement qu'il en existe plusieurs. Je pense notamment à L'ennemi intime, mais il y en a plein d'autres encore qu'on peut voir pour imaginer vraiment ce qui s'est passé. Et Frédéric, quand vous voyez des jeunes élèves qui débarquent au musée, vous avez aussi l'impression qu'ils découvrent une partie de l'histoire de France? Moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, comme le disait Philippe, il y a aussi une question de génération. Je pense qu'il y a eu un vrai tabou, effectivement un vrai déni autour de cette question-là qui a pesé très lourd, notamment pour les premières générations dans l'immigration qui ont été dans une très forte demande effectivement autour de ces questions-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même dépassé un peu le stade du tabou et que cette histoire commence effectivement à irriguer aujourd'hui, alors avec le risque qu'elle recouvre tout par sa violence et par sa force. Quand on traite par exemple de l'histoire de l'immigration, le prisme de la guerre d'Algérie peut être même surdimensionné pour rendre compte de cette histoire. Mais je pense qu'effectivement, il y a quand même eu des progrès. Peut-être qu'il y a encore des efforts à faire pour articuler ce conflit avec, par exemple, l'histoire de l'immigration, l'histoire des décolonisations, voilà, pour qu'on ne soit pas uniquement dans un traitement qui isole cet événement par rapport à une histoire plus longue, plus ancienne, et qui permet aussi de comprendre les ressorts de ce conflit, quoi. Donc, je pense qu'il est important aujourd'hui, c'est de resituer ce conflit dans une histoire plus longue, qui est celle de la France, mais aussi de l'Europe, et de ce point de vue-là. On a donné, et grâce à vous aussi, Frédéric, grâce au musée, un certain nombre de documents pédagogiques à tous les professeurs qui nous suivent et qui nous regardent là aujourd'hui. Est-ce que, Philippe Faucon, vous auriez un ou deux conseils de films à regarder si on veut poursuivre un petit peu son enquête sur la guerre d'Algérie, si on veut savoir plus de choses
sur cette période de l'histoire de France? Au niveau du cinéma, c'est vrai qu'il y a eu très peu de films qui ont été consacrés à cette période. Au moment où au moment de la guerre d'Algérie, elle est quelquefois un peu évoquée par le cinéma, mais la plupart du temps, il faut jouer avec la censure. Enfin, c'est compliqué. Et ensuite, il y a eu ce silence dont on a parlé, qui était peut-être un besoin de tourner la page, de sortir de cette période. Et de fait, effectivement, il n'y a pas eu je ne crois pas qu'il y ait eu de films. Il n'y a pas eu de films très nombreux. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On peut recommander le documentaire qui est passé récemment sur France 2, Décolonisation, de Pascal Blanchard, qui construit ce cycle avec nous et avec Frédéric Calins. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, ça permet d'avoir un éclairage documentaire. Il y a une question qui arrive à l'instant et qui me plaît beaucoup. Avec le recul, comment, d'après vous, aurait-on pu gérer la décolonisation de l'Algérie? Grande question. Avec le recul et raisonnablement, pour peu que les gens à même de prendre des décisions en soient capables, on aurait normalement les moyens de comprendre que c'était un conflit qui a duré 8 ans, qui a causé quelques centaines de milliers de morts dans tout confondu dans les deux camps, et donc que c'était quelque chose qu'on aurait dû éviter. On aurait dû faire plus court. Frédéric, un avis peut-être dire tout de suite, OK, vous voulez votre indépendance mais là, on rentre dans les contradictions et les paradoxes de l'histoire française, effectivement, qui est en même temps avec un double discours. On est bien placé au Musée national de l'histoire de l'immigration pour le savoir, puisqu'on est hébergé dans un bâtiment qui est un ancien palais colonial, construit en 1931 et qui fait l'apologie de la colonisation. Et donc, nous, à l'intérieur, on travaille sur la déconstruction des stéréotypes. Voilà, donc on est dans les contradictions françaises et qui ne sont pas toujours dépassées. Je rejoins effectivement Philippe. De ce point de vue-là, il y a encore un travail important à faire, d'où l'importance aussi des programmes scolaires et de la manière effectivement dont on peut accompagner en tant qu'institution culturelle ces programmes scolaires en mettant à la disposition des enseignants, des élèves, des ressources, comme on le fait tous ensemble cet après-midi, quoi. Et puis, je crois, Philippe Faucon, qu'en ce moment, vous travaillez à la fois pour France 3, pour un téléfilm, mais encore pour le cinéma. Et cette question de la guerre d'Algérie, elle continue de vous obséder? Oui, déjà, au moment où j'ai fait La Trahison, c'est quelque chose qui, tout d'un coup, m'a rattrapé. Enfin, c'est quelque chose, comme je l'ai raconté tout à l'heure, qui avait été présent de façon sourde autour de moi et autour des gens de mon âge. Quand on était plus jeune. Et puis, on sentait que ça avait beaucoup marqué. Et puis, comme tous les gens de nos âges, à ce moment-là, on s'est ensuite intéressé à des choses qui nous préoccupaient plus directement. Et donc, moi, j'ai voulu faire des films, par exemple. Et puis, il y a un moment où, en effet, cette histoire m'a rattrapé subitement. Un jour, je suis tombé sur le livre de Claude Sall. Je suis tombé sur un article de journal sur le livre de Claude Sall. J'ai voulu tout de suite lire le livre. Je l'ai acheté dans la journée. Je l'ai lu dans les 2 jours. Et j'ai appelé Claude Sall pour lui dire que je voulais faire un film à partir de son livre. Est-ce que le fait que vous soyez au Maroc, ça a joué aussi? Sans doute, oui, parce que effectivement, moi, je suis né au Maroc d'une mère née en Algérie et d'un père qui a rencontré ma mère à ce moment-là en Algérie en tant que jeune militaire français qui se trouvait là comme beaucoup de gens, la plupart des gens de son âge, du fait de ce qui se passait là-bas. Donc, ça a beaucoup marqué, évidemment. Et en effet, en ce moment, quand j'ai fait ce film, La Trahison, j'ai beaucoup travaillé j'ai fait un travail important de rencontre avec des gens qui avaient été les témoins ou les acteurs de ces événements. J'avais accumulé beaucoup de choses comme ça, et puis j'en ai utilisé certaines pour l'écriture du scénario de La Trahison, et puis d'autres
que j'ai gardées et qui sont restées comme des choses que je ne parvenais pas à me dire bon bah voilà, je passe à propos desquelles je ne parvenais pas à me dire je passe à autre chose, on oublie. Et donc c'est de ça qu'est venu le projet de film que je prévois de tourner l'année prochaine, qui est lui aussi qui est encore une histoire qui se passe à ce moment-là, à cette époque-là. Et donc, en effet, il y a quelque chose qui continue à m'habiter sans doute et qui n'est pas encore tout à fait réglé. Ouais, et puis en même temps, c'est vrai que ça a duré 8 ans, vous l'avez dit, hein, donc c'est énorme. Est-ce que, Frédéric, dans l'approche pédagogique, puisque je sais que les professeurs, là, en ce moment, nous écoutent attentivement, est-ce qu'il y a des conseils parfois que vous donnez à des encadrants, à des profs, pour leur expliquer un petit peu quels sont les meilleurs moyens, peut-être parfois, de parler de cette guerre qui est complexe, qui est compliquée, qui a duré 8 ans? Les moyens, c'est effectivement d'accumuler un peu un socle de connaissances minimum pour permettre à chacun, effectivement, d'appréhender la complexité de ce conflit, parce que c'est un conflit assez complexe. Et j'avais une question, d'ailleurs, à poser à Philippe, qui était... parce que c'est un film sur la guerre d'Algérie, mais ce n'est pas un film de guerre. Et donc, le choix, effectivement, de faire un film intimiste, finalement, qui donne à voir les contradictions, notamment de ce sous-lieutenant dont on sent qu'il est complètement perdu. Bon, voilà. Pourquoi ce choix? Comment l'expliquer pour traiter de ce conflit, là où sur d'autres conflits, on va mettre en scène, voilà, sur l'Algérie, on est toujours sur ce ressort très psychologique. Et d'ailleurs, on parle d'une guerre psychologique sur la guerre d'Algérie, ce qui n'est pas forcément appliqué à d'autres conflits et d'autres conflits de décolonisation. Donc, c'était un peu de vous faire réagir, Philippe. Parce que c'est une guerre qui est particulièrement, je pense, pour les gens qui l'ont vécu, porteuse d'interrogations, de troubles, de pourquoi on est là, pourquoi on fait cette guerre, est-ce que c'est juste, est-ce que et puis et donc et donc c'est aussi la guerre d'Algérie, c'est aussi c'est quelque chose qui est où les choses sont au niveau des gens qui les ont vécues dans cette espèce d'opacité et emplie pleine de cette ambiguïté. C'est aussi une guerre c'est pas une guerre au sens habituel du terme, c'est une guerre d'embuscade avec des forces en présence qui sont disproportionnées. Donc c'est pas une guerre de choc entre des forces armées équivalentes, c'est une guerre d'attente, d'embuscade, d'ennui, et donc de moments dans lesquels s'installe le questionnement, la peur, le fait voilà, de pas savoir si on est là avec raison ou pas, enfin, tout un tas de choses. On est presque comme dans une pièce de théâtre, hein, parfois, dans ce film. Je voudrais vous dire que nous recevons en ce moment pas mal de messages de remerciements. Merci pour le film, merci pour la séance. On a conversé pendant à peu près 45 minutes, ce qui est en général la règle avec Cinéma pour tous. Donc, Philippe, à moins que vous ayez envie d'ajouter peut-être un message particulier à destination de tous ces jeunes qui nous ont suivis aujourd'hui. Moi, je voudrais pour ma part les remercier infiniment parce qu'à l'approche de Noël, je pense qu'on a les idées déjà un petit peu ailleurs, on a envie de vacances, etc. Je trouve que d'avoir assisté comme ça à cette séance de cinéma et d'avoir assisté au débat, d'avoir posé surtout toutes ces questions que je trouve excellentes, ils ont posé de très bonnes questions. Je voudrais les remercier. Ils étaient donc environ 150 et merci aussi aux professeurs qui les ont encadrés. Et puis j'imagine qu'avec tout le matériel pédagogique, merci encore aux chercheurs, à Pascal Blanchard et merci au Musée de l'Immigration de nous avoir aidés à constituer tout ce matériel pédagogique. Peut-être que les conversations vont se poursuivre en classe. Merci à tous. Philippe, vous voulez ajouter un dernier petit mot, un mot de conclusion ? Eh bien, moi aussi, je les remercie de leurs questions et de leur intérêt pour le
pour le film et cette période. C'était une situation un peu inhabituelle, donc c'était un peu dommage de ne pas... On se retrouvera bientôt en salle. C'est vrai que vous ne pouvez pas entendre l'applaudissement. Parfois, dans ces séances virtuelles, on a des applaudissements, mais vous ne pouvez même pas les entendre. Donc, il faut imaginer qu'effectivement, c'est une nouvelle manière de projeter des films, en attendant mieux, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe Faucon. Donc, on va suivre votre actualité, vos prochains films. Et merci à Frédéric Calins. Et on redit à tous ceux qui nous suivent, allez faire un petit tour, dès que ce sera possible encore, au musée de l'histoire de l'immigration. C'est à la Porte Dorée à Paris, dans le 12e arrondissement. Salut à tous. Nous, on vous dit au revoir. Vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous avez encore envie de nous parler, de nous donner vos impressions sur le cinéma en général ou sur le film de Philippe Faucon, vous pouvez bien sûr mettre tout ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas. On est avec vous. Bon Noël, bonne fête à tous et à la prochaine projection. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Philippe.